Richard Fandikian. Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Alors votre première rencontre avec Vladimir Poutine remonte au début des années 90, lorsque le futur président russe découvrait la politique. Vous êtes ancien diplomate, vous étiez le plus influent des diplomates sous Gorbatchev et le porte-parole de la perestroïka. Je rappelle aussi que vous êtes l'écrivain russo-ukrainien le plus édité en Europe. Après la publication en mars dernier de Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, vous nous permettez une fois encore, grâce à votre nouveau livre, Le roman d'une révolution Nicolas II Lénine, publié chez Ballant, de mieux comprendre la guerre en Ukraine à travers la révolution russe sur laquelle vous revenez. Vous aviez prévu dans vos différents ouvrages cette rupture, cette confrontation tout azimut que nous vivons actuellement entre l'Occident et la Russie. Vous dites, Vladimir Fedorovski, que nous sommes rentrés dans le monde de tous les dangers. Absolument, c'est un monde de tous les dangers que j'essaie de déchiffrer avec mon expérience, ma modeste expérience au Kremlin, autrefois avec Gorbatchev, avec Helsinki et les autres. D'une part, et le principe de ce livre, c'est très simple. Je donne des clés psychologiques pour déchiffrer Poutine, les clés géopolitiques. Vous parlez du monde de tous les dangers quand Poutine a renforcé l'OTAN et l'OTAN a fait basculer Poutine dans les bras de la Chine d'une manière définitive et les Américains, réciproquement avec la visite de Mme Pelosi, a jeté la Chine dans les bras des Russes. Le monde de tous les dangers où il y a d'un côté l'Occident et d'autre côté le reste du monde qui est plutôt qui ne comprend pas les sanctions. Disons, envers Poutine. Bref, tout ça, mais surtout les clés historiques. En l'occurrence, sans les clés historiques, sans les personnages que je donne, c'est absolument impossible de comprendre Poutine aujourd'hui. Poutine, c'est parfois antithèse de Lénine, c'est un continuateur de Staline, c'est antithèse de Gorbatchev, qui ressemble plus à Nicolas II qu'aux autres. Et bref, tout ça, ça donne, les clés historiques sont essentielles pour comprendre la situation aujourd'hui et finalement comprendre Poutine et le monde qui nous attend. Dans le dernier livre, il y a deux aspects. Moi, je suis persuadé que le monde de la Première Guerre mondiale ressemble beaucoup à la situation d'aujourd'hui. Le décrachage de l'élite, le mélange entre la propagande et la politique réelle, le désir de prendre, le souhait de prendre ce désir pour la réalité, tout ça c'était tout à fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je décris ça dans le roman de Révolution, oui, avec un seul bémol, qu'à l'époque il n'y avait pas des armes nucléaires. Et les armes nucléaires, c'est quelque chose qui nous effraie. Pour ma part, je considère qu'on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité, qu'on va tout droit vers le conflit mondial. Alors ça, attendez, je vous coupe, Vladimir. Vous pensez véritablement qu'on va tout droit vers un conflit mondial, et vous dites souvent qu'on n'a jamais été aussi près de l'apocalypse qu'actuellement. Absolument, mais je ne suis pas seul, vous comprenez. Le président Biden, il compare la situation actuelle avec la crise de Cuba. Il y a quelques jours, Gorbatchev, avant de mourir, il a dit on est la veille de l'apocalypse. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, il y a, quoi qu'il arrive, et je raconte ça avec ces clés historiques, quoi qu'il arrive, il y a les dérapages guerriers sur le terrain. Les Ukrainiens, beaucoup de gens en Occident pensent que les Ukrainiens vont gagner la guerre. Mais si je parle avec les Ukrainiens, j'ai des origines ukrainiennes, oui. Ils me disent que pour gagner la guerre, pour eux, c'est tout d'abord récupérer la Crimée, et puis prendre Poutine, et puis sonder la Russie en 5. Mais vous comprenez, si ça se réalise, ce concept, j'ai aucune espèce de doute avec mon expérience de Kremlin que les Russes, surtout Poutine, en traître pendu et appuyé sur la bombe, il va choisir cela parce que dans certains domaines des armes stratégiques, il y en a 5 au total, où il est supérieur de quelques années aux États-Unis, mais surtout dans les armes tactiques sur le théâtre européen, il est supérieur, la supériorité russe 1 à 8. Mais au-delà de ça, imaginons un autre scénario qui est d'ailleurs propagé grand personnage des services secrets américains qui couvre tous les services, une grande dame qui dit que Poutine progresse à Donbass
Et c'est le concept de Poutine. Et dans ce cas-là, à Donbass, il va aller plus loin, à Odessa. Et cette fois-ci, les Américains viennent de faire la déclaration solennelle que la domination, il y a un amiral américain qui a dit, dans ce cas-là, on attaque la flotte de la mer Noire des Russes, et puis c'est la guerre mondiale. Vous voyez, ça, oui, ça alors, ramène. oui. J'aurais pu vous développer ça plus longtemps, mais j'ai pas le temps de faire ça. Et malheureusement, nous non plus, on n'a pas un temps illimité. Une autre question, si le maître du Kremlin a sous-estimé la résistance des Ukrainiens, peut-on aussi dire que l'Occident, pour sa part, sous-estime l'alliance entre la Russie et la Chine ? Oh, complètement, ça c'est une vérité. Les premiers jours, vous avez raison, Poutine il a sous-estimé la résistance des Ukrainiens, il a pensé en blitzkrieg, ça s'est raté, et après il a retrouvé une sorte de sourire sur son visage assez énigmatique, parce que je connais bien, j'analyse Poutine depuis des années. C'est un moment quand il a compris que les sanctions occidentales ne marchent pas, que la majorité, 87% de la population n'accepte pas ces sanctions. Et vous avez raison, l'Occident sous-estime l'alliance à la fois militaire, économique et civilisationnelle. Il s'agit de choses beaucoup plus graves pour moi, comme pour quelqu'un qui a travaillé toujours pour des escalades. Il s'agit non seulement de les escalades sans précédent, mais d'une rupture civilisationnelle entre la Russie et l'Occident, dont le symbole et les tentatives d'interdire Dostoïevski en Italie, interdiction de Tolstoï dans les écoles ukrainiennes, ou encore Tchaïkovski dans Carnegie Hall. Tout ça, c'est les choses qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut faire tous les gens de bonne volonté. Je peux vous citer vraiment entre les gens de différents bords, événements, Sarkozy, Kissinger, Jeffrey Sachs aux États-Unis, encore. Ils sont très préoccupés par la situation actuelle et ils disent comme Gorbatchev, nous sommes à la veille de l'apocalypse. Arrêtez avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Revenons sur votre livre, Vladimir, qui souligne l'importance de la révolution russe et de la fondation de l'URSS. Vous dites que Poutine se voit comme un continuateur des grands tsars, mais aussi et surtout continuateur de Staline. Poutine qui dit lui-même la chose suivante, celui qui ne... Oui, mais Poutine dit aussi, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, et celui qui la regrette n'a pas d'intelligence. Dans la bouche de Poutine. N'a pas d'intelligence, on peut traduire n'a pas de tête. C'est l'ambiguïté de Poutine, toute l'ambiguïté. Mais pourquoi je prends ces personnages historiques? Mon livre, c'est aussi, il y a l'aspect romanesque, parce que je raconte les choses vraiment à travers les histoires très personnelles. Par exemple, je publie pour la première fois les lettres inédites de la femme de la vie de Staline, qui était une Française. Et c'est vraiment les chefs-d'œuvre de la littérature épistolaire amoureuse. Mais vous avez raison, sans évoquer, il y a 100 ans l'URSS a été fondée, sans évoquer les personnages qui ont marqué cette période, vous ne pouvez pas comprendre ni comment agit la Russie aujourd'hui, pourquoi Staline, par exemple, aujourd'hui, c'est le personnage de loin le plus populaire de toute l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues. Pourquoi Poutine se réfère de Staline? Pourquoi il pense qu'il va comme Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a eu des revers au début, qu'il va arriver finalement à vaincre l'adversaire? C'est les choses qui sont dans mes livres, mais surtout, il faut réfléchir aussi, je décris en détail là-dedans les conflits pendant la guerre froide, notamment il y avait les crises essentielles, il y a deux crises, la crise de Cuba, il y a quand même quel anniversaire, c'était en 1962, et puis la crise en 1983, quand on a frôlé la guerre mondiale comme aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des gens qui cherchaient à sauver les faces des adversaires. J'ai vu l'adjoint de McNamara qui a géré la crise de Cuba, il méprise les gens d'aujourd'hui, il a dit qu'il faut trouver la solution de compromis. On a pensé pendant la crise de Cuba à la solution de compromis. Qui en parle aujourd'hui? On a dans qui me préoccupe beaucoup, mais en tout cas, pour ma part, comme combattant de la liberté et surtout
comme diplomate qui a travaillé pour la sortie de la guerre froide. Je tiens à vous alerter, on vit un moment très dangereux et j'espère bien que Dieu sera avec nous. Et nous allons tirer des leçons des crises que je raconte et de la manière à les gérer, garder le contact, essayons d'éviter la guerre mondiale. Bien, mais écoutez, votre message, j'espère, est bien entendu par nos auditeurs, tout au moins. Espérons que ce sera entendu aussi par tous ceux qui dirigent la planète. Un livre donc historico-géopolitique dans lequel vous décryptez les enjeux vitaux, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'Europe. Un ouvrage qui résonne avec l'actualité et qui raconte les révolutions dans toute leur complexité et à travers différents prismes, tels que l'espionnage ou les amours des protagonistes de l'histoire. Je rappelle le titre de votre livre, Vladimir, Le roman d'une révolution, Nicolas II Lénine. C'est publié chez Ballant, livre qui est en compétition pour le prix Charles Villeneuve, qui sera remis donc le 10 décembre prochain à Marseille, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Vladimir Fedorovski. C'est la suite de mon best-seller. C'est la suite, absolument. Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, les clés personnelles, les clés géopolitiques et bien sûr les clés historiques. Merci et mes amitiés à vos éditeurs. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne, Cinéma Le Prado. Avec quel président de l'URSS Vladimir Fedorovski a-t-il longtemps travaillé? Je répète la question. Avec quel président de l'URSS Vladimir Fedorovski a-t-il longtemps travaillé? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille sont à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.